quand même pas rafler les 41 sièges. Il faut permettre aussi à d'autres partis d'émerger un peu. Voilà. Ouais. Eh bien, le dernier, j'en change de sujet maintenant, et je crois que ça va être de même de aussi. Oui. Mais permettez-moi quand même de dire oui. que de faire une petite analyse. Oui. C'est une situation conjoncturelle à laquelle ils vont devoir trouver une solution. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de force politique alternative oui. au Parti Unir. Et pour un pays qui se positionne comme une démocratie, ce n'est pas du tout bien. Et donc, la balle est dans le camp de nous autres et de tous les acteurs pour reconstruire au Togo de demain, une force politique et de proposition alternative oui. au Parti Unir. Ouais. Bien, merci. Et docteur, maintenant nous allons aborder notre sujet, c'est votre domaine de prédilection. Le dernier sommet de l'Union africaine a adopté une décision qui qualifie l'esclavage, la déportation et la colonisation comme des crimes contre l'humanité et de génocide contre les peuples d'Afrique. Quelle est la portée de cette décision? Bien, c'est historique d'abord. Oui. C'est une décision politique extrêmement importante pour l'Afrique. Vous savez que c'est un long processus. Et ça, c'est pas une décision qui est tombée du ciel. Depuis les années 2000, que certains États en Afrique ont posé le problème de la réparation et des mémoires. Ce problème a toujours été bouté en touche dans les grandes instances internationales. Et lorsque on a créé le crime de génocide dans les années 40-50, et en voulant l'appliquer a posteriori à ce que nous appelons dans l'histoire la Shoah, il y a eu des contestations. Mais finalement, on a adopté cette terminologie. Et plus tard, cette terminologie va être appliquée à des événements tragiques du passé. Donc, on n'a pas compris pourquoi, devant le caractère massif des preuves historiques, qui montrent que l'Afrique des négro-africains a subi des exactions, une involution structurelle et une déshumanisation sans nom. On ne comprend pas pourquoi on ne devrait pas appliquer, n'est-ce pas, ces catégories juridiques au niveau du pénal à ces événements historiques. Et donc, on a parlé des réparations. Les pays qui ont été responsables de ces atrocités historiques du passé, ils n'ont pas accepté les réparations. Et si vous voulez, le dernier discours du président français, Emmanuel Macron, résume un peu la position des pays principaux, des principaux pays qui ont commis ces crimes. Emmanuel Macron nous explique que c'est vrai, on ne peut pas ne pas dire qu'il y a eu un crime contre l'humanité. C'est vrai. Mais on ne peut pas exiger de la génération actuelle des réparations puisque ceux qui ont commis les crimes ne vivent plus. Voilà une position qui est politique, mais qui est aussi historiographique, mémorielle, qui est prise objectivement, pas objectivement dans la perspective d'Emmanuel Macron, hein, qui est prise par ceux qui ont été, c'est-à-dire les nations qui ont joui de ce mauvais trafic. Finalement, l'Union africaine, je pense, à mon avis, que la déclaration de M. Emmanuel Macron et d'autres dirigeants européens a été la goutte d'eau. Parce que la décision de l'Union africaine est survenue juste après. Donc l'Afrique s'est peut-être dit, et je ne pourrai jamais attendre de ceux qui ont été les acteurs de ce qui m'est arrivé, une reconnaissance du mal qu'ils m'ont infligé. Donc il faut prendre maintenant une position politique définitive. On déclare dans l'ère africaine que ces crimes peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité. Maintenant, on nous donne à nous autres la possibilité de travailler sur les éléments de langage, la catégorisation de ces crimes et la transmission de ces crimes dans nos différents systèmes éducatifs, éducationnels, d'instruction dans nos États. Voilà pourquoi ça constitue un événement historique. Voilà. Alors maintenant, dites-moi, docteur Gada, quel effet cette décision pourrait-elle avoir sur les anciens pays colonisateurs où on trouve encore beaucoup de gens qui trouvent des justificatifs à la colonisation, à l'esclavage et tout le reste?
Non, l'effet, il va donc... Alors, déjà, du point de vue des populations de ces États-là, c'est un boom psychologique. Parce que vous savez, beaucoup de peuples en Europe, que ce soit en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne, au Portugal peut-être un peu moins, ne se rendent pas compte de la politique, des politiques étrangères, de la nature des politiques étrangères de leur gouvernement en Afrique. Beaucoup d'Européens ne comprennent pas que c'est l'activité internationale de leur gouvernement en Afrique qui fait rentrer des prébendes, qui fait rentrer des ressources pour le maintien de l'économie de ces pays européens. Pourtant, le lien, il est direct. On ne parlera même pas de corrélation. Si on parlera de lien d'effet, de cause à conséquence, qui est direct. Lorsqu'on on leur explique à travers des chiffres, les Européens, les peuples, nos amis, ce sont nos amis, ne comprennent pas. Ils se disent, c'est pas vrai, c'est pas normal, c'est pas vrai ce que vous dites. Mais aujourd'hui, ça va commencer par pousser dans l'opinion publique en Europe. Et c'est une décision qui est déjà commentée. Certains s'insurgent contre cette décision des Africains. Parce qu'on désigne un crime. Ça veut dire qu'on désigne un criminel. Oui. Et on désigne des victimes aussi. Donc cette décision, en fait, résout aussi les critiques de victimisation qui sont portées contre les Africains. Oui. Parce qu'à chaque fois que nous, les historiens, nous parlons de ces crimes pour expliquer la condition économique, morale, intellectuelle actuelle de l'Afrique, beaucoup d'Africains nous disent, mais basta, n'en parlez plus. Mais comment alors vous expliquez à vos frères et aux Africains d'aujourd'hui leur situation politique, économique, culturelle? Comment vous expliquez si vous ne mettez pas en exergue le coût que l'Afrique a subi? Il y a même beaucoup de travaux qui ont été faits par des scientifiques anglais, américains. Je ne parle pas des Afro-Américains, mais des Américains, des Euro-Américains, oui. Et même des Français. Je pourrais citer François Verschave, qui a fait un travail extraordinaire en partant de l'Afrique précoloniale pour expliquer la régression, l'involution structurelle de l'Afrique. Il explique comment les Africains ont perdu la boussole et comment on s'est retrouvé à parler des langues étrangères. Et tout ce processus va devenir maintenant, va rentrer dans le sens commun. Et pour les gouvernements, la question se pose aujourd'hui. Et dès lors que l'Union africaine a pris cette décision, on pourra changer les manuels. On pourra commencer par créer des UE, des unités d'enseignement. À l'université, on pourra créer des filières dans nos facultés d'histoire, de géographie et même d'économie, parce que quand vous faites l'histoire économique, il faut expliquer comment, d'une macroéconomie qui avoisinait et qui faisait la concurrence avec des centres économiques comme Amsterdam, Rotterdam, nous sommes au XVIe siècle, on s'est retrouvé avec des pays qui n'exportent plus rien, qui n'exportent eux-mêmes plus rien. Donc on explique tout cela, on crée des filières et cela va rentrer dans la conscience populaire. Les diasporas africaines qui sont dans les îles, qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, peuvent maintenant se gargariser du fait qu'en Afrique, il y a un corpus de connaissances nouvelles qui se diffuse et qui parle effectivement de leurs conditions. Parce que parler des crimes subis par l'Afrique durant ces périodes, c'est parler indirectement de l'origine et de l'histoire de nos diasporas. Oui. Donc ça, c'est un événement majeur qui se produit. Et les dirigeants européens vont devoir, parce que les historiens européens connaissent l'histoire. Oui. Vous prenez tous les travaux qui ont été faits sur l'esclavage. Les meilleurs, par exemple, Curtis qui est il est décédé, et qui a fait un travail sur le décompte des morts. C'est vrai qu'il a fait un travail au minima, mais il y a quand même Inikori qui est le plus grand spécialiste africain en vie aujourd'hui de la traite négrière. Il est en Angleterre, un professeur nigérian. Donc il y a beaucoup de travaux qui existent et qui qualifient quand même ce qui s'est passé. Et c'est tout cela qui va rentrer dans une nouvelle conscience populaire, aussi bien en Afrique qu'en Europe. Il faut que les Africains surtout comprennent que lorsqu'on leur dit que leurs parents ont vendu des Africains, qu'ils comprennent que c'est de l'idéologie. Absolument. J'ai écouté des collègues dire
que mais il y a quand même eu, ils ont interrogé pas la technique de la tradition orale en histoire, ils ont interrogé des chefs et des anciens de la côte et des esclaves qui disent qu'ils ont vendu des esclaves, ils ont vendu des citoyens, des Africains. Mais alors, montrez-nous, citez-moi un seul nom de marché en Afrique où on vendait des hommes. Voilà. Un marché où on vend des hommes. Parce que les gens ont dit que les Africains se vendaient eux-mêmes entre eux avant leur arrivée. Il n'existe aucun centre, aucune forme d'économie en Afrique basée sur la vente d'êtres humains. C'est l'agression qui a été successive à la grande bulle papale, le Romanus Pontifex, qui autorise les armées européennes qui chassaient les Arabes à rentrer en Afrique du Nord et à rentrer, détruire les possessions arabes en Afrique. C'est ce qui fait que ces armées sont rentrées en Afrique. Et la traite négrière à grande échelle a commencé pour alimenter les découvertes faites en Amérique et dans les îles, comme Awas, qui est devenu Haïti. Oui. Historiquement, il n'y a pas de vente d'hommes, d'êtres humains en Afrique. La civilisation africaine la plus connue du monde, qui est la civilisation égypto-nubienne, les travaux des spécialistes sont clairs, n'est-ce pas? Et il n'y a pas eu d'esclavage en Égypte. On ne vend pas les êtres humains. Les Africains ont de la réponse du point de vue de l'ontologie même, de l'anthropologie, qui est tardive, hein, de l'être humain. Il n'y a pas de vente d'êtres humains. C'est un anathème. Maintenant, on dit qu'il y a quand même des systèmes de dépendance. Il y a des systèmes de dépendance. Oui. Il y a 3 systèmes de dépendance en Afrique, oui, à exclusion de l'esclavage. Donc c'est tout cela que maintenant nous devons expliquer aux Africains. Aujourd'hui, si vous avez trouvé des ouvrages d'historiens anglais, britanniques, européens, qui disent que c'est les chefs d'État africains eux-mêmes qui donnent leurs ressources gratuitement à l'Europe, qui ont mis leurs citoyens en exil et qui ont développé des gouvernements de sévices contre leur peuple, que ce n'est pas eux, disons que ce n'est pas l'Europe. Les générations des années 2080-2100 pourraient croire. Mais nous qui avions vécu, oui, cette phase historique, nous savons que ce n'est pas contrainte. Oui, il y a des pressions. Ce n'est pas contrainte, ce n'est pas des pressions que des Africains montés au pouvoir ont été obligés de signer des accords contre les intérêts de leur peuple. Mais cette partie de l'histoire n'émergera plus. C'est ce qui va se passer aussi durant ces événements de la traite négrière. Voilà. Avec la pression, oui, que les gens ont été obligés de livrer des prisonniers de guerre. Voilà. On va évoluer, on va terminer avec ce sujet-là. C'est le Togo qui est à l'initiative de cette décision. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer cet engagement de notre pays et dans ce combat? Et que pourrions-nous engranger comme dividende dans cette affaire? Non, ça fait partie du destin de notre pays. Ce n'est pas un hasard. Parce que dans l'histoire future de la Renaissance africaine, il y a 2 pays fondamentaux. Lesquels? Détournez vos regards du Sahel. Non, c'est le Togo et le Congo. La RDC et le Togo. Mais le Togo entendu comme Togoland, c'est-à-dire Togo britannique et Togo français. C'est dans le destin, c'est ces 2 territoires dont la jonction va jouer un rôle important dans la Renaissance africaine. Et pourquoi le Congo et le Togo? Le Congo parce que c'est ce qu'on appelle la terre des origines. C'est le cœur, c'est l'origine des Africains. Les Africains proviennent de la zone des Grands Lacs. C'est la première terre. Vous savez, lorsque les études archéologiques ont été poussées dans les années 90, on découvre que c'est là-bas, sous la latitude d'Omdurman, que l'être humain est créé. Ce n'est pas en Palestine, ce n'est pas à Babylone. Encore que Babylone se trouvait en Afrique, au Soudan, dans les 4 antiques. Ce n'est que plus tard qu'on va donner le nom de Babylone à des cités en Mésopotamie. Oui. Donc ça aussi, ça fait partie des connaissances qu'il faut maintenant expliquer. Donc le Congo, c'est le cœur de l'Afrique, et le cœur de l'humanité. Ouais. Et le Togo? Le Togo, Togoland. Le Togoland, il représente, qu'est-ce qu'il représente le Togoland? Vous savez, le Togo fait partie des 3 parties de l'Afrique où se faisaient les élections des rois de l'Afrique. Le roi, vous savez que
en Afrique, il y avait les royautés et des royaumes. Ces royaumes choisissaient un roi des rois, périodiquement, qui s'occupait, qui gérait les questions globales liées à tous les peuples d'Afrique. Et le roi des rois en Afrique pouvait vivre, vous pouviez garder ce titre pendant des siècles, avant que ça ne change. Et lorsque le moment arrive pour changer, tous les grands rois de l'Afrique se réunissent en un lieu et ils font l'élection du nouveau roi. L'actuel roi des rois d'Afrique, c'est le roi d'Éthiopie, Haïlé Sélassié. C'est la royauté d'Éthiopie. C'est sous cette royauté, ce magistère, que nous avons connu la colonisation. Et cela ne vous étonnera pas que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Le seul pays qui a gagné une armée européenne durant les guerres d'expansion coloniale. Et le seul pays qui représentait l'espoir de toute l'Afrique dans les années 1910-1920. L'origine du rastafarisme et tout ce qui vient avec. Oui. Je ne vous apprendrai rien. Et les jonctions entre l'Éthiopie et l'histoire du Christ. Puisque les gens parlent beaucoup, mais Nazareth, c'est en Éthiopie. Quand les gens disent Jésus de Nazareth, oui. Il n'y a pas de Nazareth en Palestine. Il n'y a pas de Nazareth à Canaan. Et justement, on cherche les vestiges de cette histoire de Jésus-Christ en Palestine. On ne trouve pas. Donc, nous, on sait que tout cela, c'est une histoire africaine. Et donc, c'est cette partie, et le lac Togo. Oui. Le lac Togo et la forêt sacrée autour étaient le lieu où se réunissaient les rois d'Afrique pour l'élection du roi des rois. Physiquement, bien spirituellement. Mais physiquement, par déplacement quantique. Ce que nos ancêtres appelaient, vous m'excusez, Onglomo, c'est comme ça qu'ils se déplaçaient. Moi, j'ai connu ça avec mon grand-père. Mon grand-père avait, il avait cette science. Donc, c'est pas, je ne vous parle pas des histoires anciennes, je vous parle des histoires actuelles. Aujourd'hui encore, il y a des gens en Afrique, partout au Togo, qui font ça, qui se déplacent. Ils vont loin. C'est différent du voyage astral, oui. De la sortie de l'esprit du corps. C'est très différent. C'est un déplacement complet de l'humain dans un espace et dans le temps. Donc, et le lieu s'appelait les Bénins. Les Bénins. L-E-B-E-N-E. Les Bénins. C'était comme ça le nom. Oui. Et posez-vous des questions. Pourquoi on appelle ce golfe le golfe du Bénin? L'hôtel, le premier hôtel construit par Sylvanus et les indépendantistes au Togo. Oui. C'était l'hôtel le Bénin. Mais d'où vient le nom Bénin? Oui. D'ailleurs, Bénin que l'on donne, ça ne vient pas du Nigeria. Et même le Benin City, ça a été une déformation de cette expression. Les Bénins, par l'érudition anglaise. Donc c'est le lac du Togo qui est le lieu où ces confréries se réunissaient pour choisir le roi des rois. Donc le Togo est une terre sainte. Tout le monde dit pourquoi le cas du Togo est différent. Mais le Togo, c'est un destin panafricain et mondial. Et le symbole de cette renaissance, c'est l'aigle. Lorsque Nkrumah va prendre le Togo britannique, en se mettant d'accord avec les Britanniques, il va attribuer au nouveau pays, le Ghana, le symbole de l'aigle. C'est ce même symbole qui représente aujourd'hui la suprématie américaine. Et c'est pour dire que après la suprématie américaine, c'est la renaissance de l'Afrique. Les gens pensent à la Chine. Mais non, attention. La Chine, c'est autre chose. Et si peut-être le temps nous permettra, nous reviendrons un peu sur différentes perspectives futures du positionnement mondial de la Chine. Oui. Mais en tout cas, c'est le Togo et le Congo. Et lorsque Nkrumah va vouloir s'allier à Lumumba, ce projet de jonction Congo-Ghana, parce que vous savez, le Ghana, c'est le Togo. Oui. Le Togo, c'est le Ghana. C'est ce projet qui va lui valoir son assassinat brutal. Donc, voici les deux pays qu'il faut observer. Et donc, cela ne nous étonne pas que ce soit le Togo qui, aujourd'hui, se retrouve à la pointe de cet enjeu qui est continental et qui est mondial. Voilà un peu ce que je peux vous dire brièvement. Voilà, merci beaucoup. Et nous étions déjà de plein pied dans l'actualité internationale et nous allons continuer avec le rappel des assises nationales au Niger, un point sur la situation en RDC et le début des discussions entre Américains et Russes sur le conflit russo-ukrainien. Nous retrouvons Anani Vijrakou.
Après 6 jours de travaux, les assises nationales pour la refondation du Niger ont pris fin jeudi. Les 716 délégués venus de tout le pays ont formulé d'importantes recommandations que le président de la transition, Abdourahmane Tiani, a promis de mettre en œuvre. La principale recommandation fixe la durée de la transition à 5 années au minimum. La dissolution des 172 partis politiques existants au Niger figure également dans les conclusions de ces assises. RDC, Washington a sanctionné des responsables rwandais congolais du M23. Les États-Unis ont imposé des sanctions financières contre James Kabarebe, ministre rwandais de la coopération régionale, et Lawrence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23, Alliance Fleuve Congo, un mouvement politico-militaire soutenu par Kigali. Dans son communiqué, le Trésor américain dénonce très clairement le rôle de James Kabarebe et de Lawrence Kanyuka dans l'organisation et la progression dans l'est de la RDC du mouvement armé M23 soutenu par le Rwanda. Sur le terrain, le M23 et ses soutiens rwandais ont pris cette semaine Bukavu, Kamanyola et ils ont continué leur progression. À la recherche de solutions, le président congolais Félix Tshisekedi s'est tourné vers le Tchad dont il sollicite une aide militaire. Et puis tension entre le président américain Trump et Zelensky de l'Ukraine après les propos du président ukrainien estimant que Donald Trump vit dans un espace de désinformation russe. Le locataire de la Maison-Blanche a qualifié son homologue Zelensky mercredi de dictateur sans élection. Bien avant, le président américain avait attaqué le président ukrainien sur sa popularité et de supposés détournements de fonds. Corsant l'addition, il a ajouté que la cote de popularité de Zelensky était de 4%. Ceci expliquant sans doute cela, les Américains ont eu cette semaine en Arabie Saoudite des discussions avec les Russes sur la situation en Ukraine, mais en l'absence non seulement des Ukrainiens, mais aussi des Européens qui s'étranglent de colère. Alors nous allons tout de suite en République démocratique du Congo. Pour commencer, voudriez-vous bien nous parler de la genèse du conflit qui sévit dans cette région depuis longtemps? Ben, ça, c'est un chemin déjà battu. Oui, c'est ça. Un chemin déjà battu. Oh. Ben, la genèse, elle est très lointaine. Maintenant, ça dépend du lieu historique à partir duquel il faut partir. Mais dans tous les cas, on peut revenir dans l'histoire événementielle à partir des années 90, avec la chute de Mobutu. En fait, les guerres, vous savez que le Congo a connu 2 guerres. La première, qui a entraîné la chute de Mobutu, va finir en 96. La deuxième commence en 98, presque une année après. Disons une année poussière après. La guerre qui commence en 98 s'appelle la Grande Guerre africaine. Vous savez que par analogie de la Grande Guerre de l'Europe de 1914, c'est comme ça que nous l'appelons. En fait, il s'agit de la Grande Guerre africaine. C'est une guerre qui va engager 9 pays, 9 armées en Afrique centrale. On parle très rarement de cette guerre. Mais cette guerre, c'est le grand conflit qui n'a jamais fini. On parle de plus de 15 millions de morts. C'est extraordinaire. 2 fois la population du Togo. Oui. En tout cas, au moins. Donc vous êtes dans une situation où, s'il n'y a pas un enjeu, les enjeux nationaux, n'en parlons pas, on n'en tient pas compte. S'il n'y a pas un enjeu mondial, l'ONU ne pourrait pas exister et un conflit, et en voyant un conflit qui produit au-delà de 10 millions de morts, c'est de quel conflit s'agit? Comment un conflit peut-il générer autant de morts? Il n'y a pas eu une cessation de feu définitive. Il n'y a pas une résolution définitive du conflit. Cela, c'est clair, ça veut dire que il y a des enjeux, de grands enjeux mondiaux qui ne sont pas encore résolus. Et que la continuation du conflit va contribuer à résoudre. Il faut partir de ces bases. Oui. Moi, je voudrais... Maintenant, oui. Qu'est-ce qui va se passer? C'est à partir du génocide rwandais. C'est les ferments du conflit actuel. Oui. Le génocide, vous savez que les FDLR vont quitter le Rwanda pour rentrer dans le Congo, dans l'est du Congo. Lorsque Kagame va mettre en place le gouvernement au Rwanda, il aura la phobie de la vengeance de ces militaires. Oui. Il faut savoir que ces militaires représentent une population qui est plus nombreuse que les Tutsis. Les Tutsis sont une minorité. Oui.
Et les Tutsis ont la réputation anthropologique de ne pas être de vrais Africains. C'est-à-dire de vrais Africains parce qu'ils sont un peu métissés. Et moi, qui me l'a fait comprendre? C'est Roussé-Saba Guinapol. Nous l'avons invité en Italie, il était venu en Italie. Celui qui était à l'hôtel Mille Collines. Oui. C'est de lui que je parle. Oui. Il était venu, on a travaillé avec une grande commune en Italie, il était venu, il nous a parlé, il nous a expliqué que, en fait, ce qui se passe, c'est un conflit, d'abord c'est un conflit anthropologique, du genre ethnique. On veut placer, on veut créer au cœur de l'Afrique centrale un pays qui n'est pas un pays purement africain et dont le développement sera toujours en conflit avec les populations de tous les autres pays qui sont là. Exactement comme Israël en Arabie. C'est en fait le projet du Rwanda. Et il nous expliquait que, là je le cite, il est vivant, hein, je le cite, il expliquait que les Tutsis sont un métis, c'est un genre métissé entre les Congolais, les populations autochtones, et les Arabes. Et donc, ils ont une propension impérialiste sur tout ce qui est afro autour des Grands Lacs. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils vont constituer l'ethnie pion ou pivot de l'impérialisme, si vous voulez, étranger. Maintenant, on ne parle plus tout à fait de l'impérialisme occidental, parce qu'il y a beaucoup de nuances. Oui. Il y a beaucoup d'États en Occident qui ne veulent plus s'imposer à qui que ce soit. Mais voilà comment, en fait, du point de vue des positionnements et des positions qui sont structurelles, comment la question se positionne. Donc, il y a une haine ontologique entre les Tutsis et les Hutus. Il n'y a pas que les Hutus. Les Hutus, c'est qui? C'est comme les Bakongo, c'est comme les Mboshi, c'est comme les Lari, c'est comme tous ces peuples qui sont là en Afrique centrale. Et voilà l'inimitié initiale qui fait que ces gens ne vont pas s'aimer. S'il y a un conflit ontologique entre eux, un peu comme le conflit ontologique, ratio-ontologique, entre les Noirs et les Blancs. Il y a ce conflit entre eux et les autres. Maintenant, la question devient politique parce que vous voulez créer un État, mais que l'État soit tel qu'il est. Mais non, le projet c'est de faire le Grand Rwanda. Et le Grand Rwanda va ratisser une partie de l'Ouganda, une partie de la RDC, une partie du Burundi et le Rwanda lui-même. Le Rwanda sera donc au cœur de ce grand territoire. C'est contre ce projet que la RDC se battait. Mais qui est derrière? RDC déjà de Mobutu. Qui est derrière ce projet-là du Grand Rwanda? Mais je veux pas vous citer les noms. Vous savez que le Rwanda vit sous la tutelle de la couronne britannique. Vous le savez, le Rwanda vit sous la tutelle de la couronne britannique. Au point où la Grande-Bretagne voulait renvoyer au Rwanda les réfugiés, les demandeurs d'asile. Oui. Donc ici, vous arrivez à ce niveau de relations diplomatiques, c'est qu'il y a quand même une communauté de destin, une communauté d'intérêt entre la Grande-Bretagne et le Rwanda. Le Rwanda, donc, un cas particulier au cœur de l'Afrique, qui a le soutien de tout l'Occident, des États-Unis jusqu'en Europe. Oui. Et effectivement, lorsque aujourd'hui, on voit un peu les défections, les premières défections des soutiens étrangers du Rwanda, on découvre que même la balance des salaires du Rwanda était à 70% soutenue par des acteurs étrangers. En fait, c'est un pays qui est entretenu pour un projet géopolitique. C'est exactement ça. En fait, ils ont voulu faire du Congo, de Mobutu, l'État pion. Sauf que le Congo de Mobutu est vraiment sur le territoire recherché. Le cœur se trouve là. Et les Congolais n'ont pas accepté. Avec le temps, Mobutu, il a beaucoup servi les intérêts de l'OTAN. Oui. De l'OTAN, des États-Unis, de la Belgique, de la France, ainsi de suite. Il y a un ouvrage qui explique bien tout ce que je dis là. Crime organisé en Afrique centrale. Écrit par Honoré Ngbanda. Honoré Ngbanda, vous le connaissez, il fut le ministre, ancien ministre de la Défense. Et il a géré les services de renseignement congolais sur Mobutu. Il a écrit cet ouvrage, il est toujours édité. Vous le trouvez sur
à la FNAF, à la CNAF, à la FNAC, excusez-moi. Vous le trouvez sur Amazon. Il explique d'où vient le projet. Et donc, les origines du projet, voilà les origines du projet. Mais Paul Kagame a mis en avant le fait que les rebelles rwandais, les Hutus, qui sont en RDC, menacent la sécurité de son pays. Mais il y a des experts qui ont déjà travaillé sur cette question, qui ont démontré que c'est un alibi. Parce que ça fait quand même plus de 15 ans. Et vous pouvez pas... On grandit quand même. Les combattants, les anciens combattants sont devenus vieux aujourd'hui. Et il faut voir les rapports de 2002, 2003, 2004, jusqu'en 2009. Tous les rapports de l'ONU disent que les FDLR ne sont plus existantes. Ce sont des forces qui sont démobilisées. Les combattants sont devenus vieux. Il n'y a pas eu de reproduction. Et donc, il n'y a aucun danger que ces Hutus combattants pourraient représenter pour le Rwanda. En fait, c'est un alibi qui est utilisé pour que le Rwanda puisse intervenir. C'est savamment construit. Donc, les origines, ça revient au génocide. C'est le génocide qui donne l'alibi au Rwanda et à ses soutiens. C'est dommage de le dire. C'est dommage parce que les soutiens du Rwanda, ce sont aussi nos partenaires. Ce sont les partenaires de nos États, ici. Et ils ont une politique vraiment très agressive et très nocive dans la zone des Grands Lacs. Et lorsque nous considérons que nous sommes le même peuple, nous sommes le même peuple, et on se retrouve à des tables où on discute économie, diplomatie, sécurité, avec les mêmes partenaires qui font ces mêmes choses, qui font ces choses au cœur de l'Afrique, on se sent mal. On se sent mal. L'ONU existe, est là pour lutter contre l'insécurité, pour faire la paix et la stabilité, pas pour entretenir le projet hégémonique de certaines grandes puissances. Et donc, voyez, sur le terrain, le Rwanda contrôle le Congo depuis longtemps. Le Rwanda contrôle le Congo depuis la mort de Kabila père. Oui. Et dans l'armée congolaise, il y a plein d'éléments rwandais. Voilà, justement, pour certains, c'est les richesses du Congo qui attirent le Rwanda, mais apparemment, le Rwanda bénéficie de la complicité de certains responsables congolais, n'est-ce pas? Bien sûr, voilà. Bien sûr. En fait, ce sont des Congolais qui sont aigris contre Mobutu. En réalité, ce sont des anti-moboutistes qui trouvent en le Rwanda une opportunité pour refaire le Congo. Mais je pense qu'ils sont dans l'illusion. Parce qu'il y a effectivement beaucoup de Congolais qui veulent que le gouvernement au Congo tombe. Mais il y a aussi les Rwandais congolais, c'est-à-dire les Tutsis congolais. Il y a des Tutsis congolais qui sont au Congo et qui veulent que le Rwanda ait de l'emprise sur le Congo. Ils sont dans l'armée. Et je crois que la grande partie de l'armée congolaise est constituée, depuis les années 1990, de troupes entraînés, s'ils ne sont pas des Rwandais, ce sont des militaires qui sont entraînés par le Rwanda et qui vivent sous la tutelle de l'État rwandais. L'État rwandais lui-même qui est sous la tutelle d'autres États étrangers. Donc le Congo, en fait, il est infecté, complètement infecté. J'ai même des doutes sur le projet géopolitique qui a amené Tshisekedi au pouvoir. Justement. Parce que j'ai l'impression, lorsque je fais le rapprochement, le recoupement de mes sources, que Tshisekedi lui-même, il est au courant de ce projet et il a les mains faibles devant la puissance de ceux qui veulent accomplir le projet. Oui, docteur, il y a quelques semaines, Paul Kagame déclarait publiquement que Félix Tshisekedi n'était pas le vainqueur de la dernière élection présidentielle en RDC. Et quelques jours plus tard, Corneille Nangaa, l'ex-président de la Commission électorale nationale, et qui avait donc conduit ce processus électoral, aujourd'hui porte-drapeau du M23, déclarait qu'il avait créé le monstre. Et il faut entendre, voilà, et qu'il avait le devoir de le démonter. Alors, que cache cette déclaration? C'est-à-dire qu'on sent un deal, il y a eu un deal apparemment. En fait, c'est cela le problème au niveau politique aujourd'hui. Parce que l'origine de la force de Tshisekedi n'est pas désentachée de la diplomatie militaire et politique de Kagame. Si vous n'avez pas gagné les élections, vous êtes au pouvoir, c'est que vous avez vendu quelque chose.
vous avez ou promis, fait des promesses, promis, vendu. Vous avez, vous avez promis ou d'accompagner un projet ou de permettre quelque chose. Vous savez qu'au début du mandat de Tshisekedi, ils étaient très amis. Tshisekedi, il a fait des discours, il disait que Paul Kagame n'est pas un ennemi, il est un acteur, il est un partenaire. Mais on les a vus ensemble plusieurs fois. Et les discours réciproques de l'un de l'autre n'étaient pas offensants, n'étaient pas offensifs, agressifs. Donc on voit que ces deux, en fait, Tshisekedi a été aidé par le pouvoir au Congo grâce à l'aval, surtout à l'aval de Kagame. Et donc maintenant le projet, ils sont en train de le dérouler. Donc est-ce que Tshisekedi, c'est vraiment la personne qu'il faut pour résoudre ce problème? Mais dans les analyses, on fait attention pour ne pas tirer sur lui. Parce que de toutes les façons, il est le principal commandant au front du côté congolais. Et il y a des Congolais qui veulent même le déposer. Parce que les Congolais se disent que son jeu n'est pas clair. Mais ce sont des questions qui sont très neuves. C'est-à-dire qu'ils sont actuels. Et lorsqu'on analyse, on ne peut pas tirer des conclusions lorsque les événements sont trop contemporains. Il faut que les événements tirent vers la fin avant qu'on tire des conclusions qui soient vraies. Donc je laisse cette question-là sur un débat qui est ouvert, sur la position de Tshisekedi, effectivement, devant ce qui se passe. Mais l'armée congolaise est en train de combattre. L'armée congolaise combat actuellement. Il y a une progression, Corneille Nangaa disait, mais ils ne vont pas venir à Kinshasa. Je pense que c'est un objectif stratégique qu'ils ne peuvent pas poursuivre. Et lorsqu'il le dit, c'est pour créer de la confusion. Ils ne vont pas venir à Kinshasa. Ils savent exactement le territoire qu'ils veulent couper. Et c'est ce territoire qu'ils sont en train de ratisser par le déplacement des troupes. Kinshasa, c'est juste pour créer la psychose, la peur. Ils vont pas, personne n'est jamais allé jusqu'à Kinshasa. Laurent Désiré Kabila, c'est un Congolais. Donc, il a été aidé par le Rwanda, il prend le pouvoir. Donc, il faut aller prendre le pouvoir à Kinshasa. Et apparemment, c'était à peu près le même jeu avec lui aussi. Il aussi lui aurait promis des choses. Et puis après, quand il a voulu changer. Voilà. Et on lui a fait un coup. Est-ce que à chaque fois, c'est comme ça. Vous avez l'impression que vous pouvez promettre, vous prenez le pouvoir et après vous faites autre chose. Mais ce n'est pas facile de faire autre chose. Alors, Corneille Nangaa est aujourd'hui le chef de l'Alliance Fleuve Congo, dont fait partie le M23. Voici un extrait d'un message qu'il avait adressé au peuple congolais le 14 décembre 2024. On va l'écouter. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo a réduit la nation à son clan en institutionnalisant le tribalisme. Il a marché sur la cohésion nationale en divisant les Congolais. Il détourne et dilapide les ressources de la République. Il déchire la Constitution et crache sur toutes les lois jusqu'à violer intentionnellement son propre serment. Monsieur Tshilombo est un traître face à la nation et il est passible d'une haute trahison. Son régime a installé le totalitarisme, une pensée unique basée sur la terreur, l'oppression, les arrestations arbitraires, les assassinats, massacres et tueries, en poussant la plupart des personnalités congolaises à l'exil. Alors, non, mais c'est une exagération. Traître, trahison, c'est... Mais c'est fort. Non. On peut peut-être parler d'une traîtrise minimale au moment des élections, sur la façon dont il est venu au pouvoir. Oui. Mais c'est diffus, ça. Tout le monde le fait un peu partout. On négocie toujours avant de monter au pouvoir. Mais lorsqu'il parle de Congolais en exil, ça ne date pas de Tshisekedi. Et lorsqu'il parle de la division, non, il n'a pas divisé le Congo. En fait, aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas un leader politique congolais qui est en exil. Hein. Ils sont tous là. Non, c'est une exagération. Oui. En fait, lorsque vous voulez tuer votre chien, on l'accuse de rage. Oui, c'est exactement ce qu'il fait. Alors, Félix Tshisekedi a lui aussi fait une déclaration, pour le moins surprenante, la semaine dernière. Enfin, il y a quelques temps, sur son prédécesseur, Joseph Kabila. Je vous prie de l'écouter également. Je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Ce n'est pas une question d'ego, une question d'orgueil ou d'arrogance lorsque nous refusons de parler directement avec le M23. D'abord, la première raison, c'est parce que le M23 a massacré des populations et a bombardé des camps de déplacés
où il y avait des femmes et des enfants. Ils ont été massacrés. Donc pour nous, c'est un mouvement terroriste. Et on ne négocie pas, on ne discute pas avec les terroristes. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi règle la question des groupes armés. Et donc, le M23 étant un groupe armé, il est logé à la même enseigne que tous les autres groupes armés évoluant en République démocratique du Congo. Et il doit avoir le même traitement, donc il doit rentrer dans ce cadre. Alors, quand j'ai écouté ça, je me dis, mais est-ce qu'on peut accorder du crédit à cette grave accusation de président Tshisekedi contre son prédécesseur, dit que c'est lui qui est à l'origine du M23, ou bien c'est quand même surprenant? Oui, il n'a pas tort. Mais ça se disait déjà, à un moment donné, que le torchon brûlait entre les deux. Mais quand Joseph Kabila était au pouvoir, il y avait eu, le M23 avait pris Goma, vous vous rappelez, en 2012. Je me souviens en 2012. Alors, comment est-ce qu'il peut être l'initiateur et puis voilà, ce mouvement vient... Non, les groupes armés sont comme des cellules. On peut les rendre mortes, on peut les réactiver pour d'autres objectifs. Le M23, c'est juste un nom aujourd'hui. Ce qu'il y a dedans est différent. Donc, ils travaillent, c'est juste un nom qui travaille avec des objectifs différents. Vous savez, le torchon brûlait déjà entre eux. Et ce qu'ils veulent, c'est renverser Tshisekedi. Ils veulent le renverser. Parce qu'ils n'ont plus trop de contrôle sur les décisions, les grandes décisions de Tshisekedi en politique publique étrangère, surtout. À l'intérieur, il n'y a pas trop de changements. Et lorsque Kabila est dans le pays, en fait, c'est lui qui a prêté le pouvoir à Tshisekedi. Et il est toujours là, un peu comme au Niger, Youssoufou et Tchani. C'est plus ou moins la même chose. Et lorsqu'il le dit, il cite des gens. Lorsqu'un chef d'État cite des gens, et il n'est pas en train de bluffer. Il est en train de dire la réalité. On peut considérer cette déclaration comme une source première. Une source première importante. Très bien. Nous allons observer une pause, docteur, et on va revenir donc pour la suite de cet entretien. Alors que le Rwanda fait à peine la moitié de la superficie du Togo, 26 340 km², pour environ 14 millions d'habitants. Alors, qui veut la paix, on dit, qui veut la paix prépare la guerre. Après ce qui est arrivé à Mobutu, chassé du pouvoir, en 1996, si je me trompe là, et à Laurent Désiré Kabila, après la chute de Goma en 2012, les autorités congolaises donnent l'impression de ne rien faire pour se protéger. C'est en tout cas l'avis d'un observateur que je vous prie de suivre. Septembre 2024 et le 31 octobre 2024, Sultani Makenga, le chef de M23, a présidé à la cérémonie de remise des diplômes à 3000 recrues au siège du M23, le quartier général du M23, à Tchanzu, en République démocratique du Congo. Où étaient les Congolais? Tshisekedi n'est pas président à Kinshasa. On forme 3000 personnes dans ton territoire. On leur remet les diplômes. Et c'est eux qui maintenant, c'est eux qui sont au devant. Quelle est l'action même sur le plan international que la République démocratique du Congo a lancée? Parce qu'au rang de ces 3000 soldats se trouvent des enfants. Oui. Qui sont enrôlés. Or, les conventions internationales l'interdisent. Deuxième élément, ce sont les faits. On remet les diplômes à 3000 soldats, mon cher ami. Former 3000 personnes dans un pays sans que vous intéressez que ce mouvement de personnes qui courent en chantant tous les matins à 4h, 5h. Vous ne vous interrogez pas, les services de renseignement sont où? Gérer un pays, c'est une responsabilité énorme que vous ne pouvez pas imaginer. Sur le plan de l'armement, le M23 a des missiles anti-chars à guidage laser de fabrication israélienne. Des missiles anti-chars à guidage laser. On n'a pas besoin d'un de c'est le top à l'intérieur de l'armée israélienne. Cela se fait dans votre territoire. L'armée congolaise n'a pas du répondant. Autre chose, l'armée congolaise est venue avec des drones pour vouloir contrôler les zones. Eux, ils ont mis sur pied, les M23 disposent des spoofings et de brouilleurs de haut niveau qui ont même empêché les aéronefs de voler dans toute la zone en Ouganda et même au Burundi. Car à un moment donné, les commandants de bord, ils se plaignent. Ça se passe au Congo. C'est un mouvement rebelle. Mais un mouvement rebelle qu'on a désarmé, qu'on a cantonné à 2013. Pendant le cantonnement. Que faisiez-vous? Voilà, dites-moi, docteur Gada, ne peut-on pas aussi accuser les autorités congolaises d'avoir un peu failli, d'avoir un peu abandonné le peuple, ou alors négliger leur sécurité? Oui, ça c'est clair, c'est la plus grande accusation que l'on fait, que l'on porte au Congo depuis des décennies. Pour un pays, comme vous dites, de 2 millions et poussière de kilomètres carrés, et vous avez une population de environ 100 millions de personnes aujourd'hui.
la sécurité, la défense devait être la priorité avant toute chose. Puisque de toutes les façons, l'État ne donne pas de service, ne fait pas de service. Au moins, il faut faire la sécurité. Mais c'était aussi le point fort de Mobutu. Mobutu, lorsqu'il était au pouvoir, c'était presque impossible de faire ce genre d'incursion dans la République démocratique, dans le Zaïre de l'époque. Mais après, en fait, ce sont les partenaires. Vous ne pouvez pas vous armer sans être accompagné par les puissances qui fabriquent, qui vendent les armes. C'est ça. C'est pas que la RDC n'a pas de ressources pour acheter des armes, pour former. La RDC a des ressources. Et il y a beaucoup de personnel de ressources humaines en RDC qui voudraient bien se faire former. Pourtant, le pays n'est pas équipé. Les guerres d'aujourd'hui, ce sont des guerres où la suprématie se joue au niveau de l'équipement, du type d'équipement dont vous disposez. C'est ça la faiblesse de la RDC. On accuse le président de la RDC et on l'accuse justement. Il a fait recours à des mercenaires, et notamment des mercenaires biélorusses, des mercenaires roumains, des mercenaires d'autres pays africains dont je me souviens de la nationalité. Mais même ces mercenaires ne sont pas armés. Et ça fait que ils ne peuvent pas faire le poids devant les rebelles du M23. Et les troupes rwandaises. Oui. Et puis vous savez, dans les guerres, il s'agit le caractère élargi du territoire ne joue pas, c'est pas un critère. Ce qui joue, c'est la puissance des militaires. C'est la puissance des armées qui sont en train de se combattre. Et le M23, malheureusement, est plus armé et plus aguerri que l'armée du Congo. Alors, les États-Unis ont imposé des sanctions financières contre James Kabarebe, ministre rwandais de la coopération régionale, et Laurence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23. Alors, et hier, enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU aurait dénoncé ce qui se passe en RD Congo. Alors tout ça là, est-ce que c'est sincère? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Au début, je n'y croyais pas trop personnellement. Je crois que ils sont en train d'agir pour une désescalade. Mais parce qu'ils ont déjà obtenu plus ou moins ce qu'ils voulaient obtenir. Je vous ai dit ici que la jonction de Kinshasa ne pouvait pas être l'objectif stratégique de cette guerre. Non. Et finalement, il y a même des gouvernements qui retirent leur soutien et qui s'apprêtent à punir, à sanctionner le Rwanda. Actuellement. Donc, la position de Trump, c'est pas un Trump-œil. C'est pas du Trump-œil. Pour l'instant, ils veulent désactiver ce conflit parce que c'est un conflit qui est très illégal et qui est décrié de tous et qui risque de faire perdre la place davantage à l'Occident. Vous avez remarqué que Donald Trump a compris que les États-Unis et l'Occident en général ont perdu de leur brillance, ont perdu de leur aura. Et les gens veulent de moins en moins. De moins en moins. La Russie, la Chine, les BRICS. Et donc il s'est lancé dans une opération de séduction au niveau mondial, à grande échelle, retournant sur les comptes valeurs de l'Amérique d'hier. Et il va donc prendre des positions pour résoudre ces conflits. Parce que le Congo tient à cœur à beaucoup de pays africains. Et si la diplomatie américaine, qui est accusée de soutenir le Rwanda, n'agit pas dans le sens de la désescalade, ce serait comme si Trump essayait, n'est-ce pas, de se tirer une balle dans les pieds. Ils vont le faire au Rwanda. Ils vont laisser complètement le Rwanda tomber. Après un moment donné, peut-être ils vont le reprendre. Mais il y aura une désescalade dans les prochains jours. Alors, ce qui surprend, docteur Gada, aussi, à mon avis, dans cette guerre, c'est presque l'inaction, pour ne pas dire le silence des chefs d'État africains, mis à part le Burundi et l'Afrique du Sud, qui vraiment ouvertement soutiennent la RDC. Alors, malgré l'insistance de la RDC, la dernière fois, le Rwanda n'a même pas été cité dans le communiqué et a sanctionné le dernier sommet de l'Union africaine. Alors, finalement, les églises catholiques et protestantes ont initié une médiation. Quelle chance donnez-vous à cette médiation? Aucune chance. Aucune chance. Ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la dernière.
les églises catholiques surtout, vous savez, elles sont très développées au Congo. Elles ont été accusées d'inaction. Vous savez, au Congo, l'église catholique est constituée de beaucoup de corrompus. C'est les Congolais même qui le disent. Et il faut voir un peu les chroniques sur l'église congolaise. L'église catholique congolaise est la première en Afrique. Et c'est une église qui est très impliquée dans la politique et qui accompagne ouvertement à petit verbis, donc le gouvernement, quel que soit le gouvernement qui est là. Et ça fait que l'église catholique au Congo est décriée. Et ils veulent quand même montrer que régulièrement, on l'entendait, voilà, monter au créneau et dénoncer, voilà, pas du temps de Kabila, il y a eu... Oui, mais là, il faut l'attribuer au particularisme de l'individu. Il y a certains dirigeants catholiques qui ont eu le courage de dire, mais ils sont passés. Mais il faut voir la structure, c'est la structure de l'Église accompagne carrément l'État congolais. L'Église avait accompagné Mobutu. En fait, l'Église accompagne tous ceux qui sont là. Nécessairement. Et je ne crois pas du tout en cette médiation-là. Vous savez, les grands dirigeants de l'Église catholique au Congo sont connus du pouvoir. Et ils sont généralement entretenus par le pouvoir. Comme ça se passe dans presque tous les pays. Et vous ne pouvez pas avoir une agence qui détient autant d'influence sur beaucoup de vos citoyens et ne pas les soudoyer. Et ne pas les gérer par une proximité financière et une proximité de la bienveillance. C'est ce qui se passe au Congo aussi. Et je ne crois pas du tout en ce que feront. Par contre, même la proximité entre l'église kibanguiste et Kabila était très proche des kibanguistes. Les kibanguistes aussi, aujourd'hui, finalement, l'église kibanguiste, donc qui a le siège à la Kamba, sont rapprochés du pouvoir. Et ça fait que ils auraient pu être la voix neutre, forte, qui se fasse entendre lorsqu'il y a des conflits. Mais l'église kibanguiste aussi a perdu de sa force. L'église catholique est peu crédible au Congo. Oui, les églises réveillées le sont encore moins. Alors, comment quitter le continent africain sans dire un mot d'une guerre presque oubliée, celle qui a cours et qui a éclaté au Soudan le 15 avril 2023 et qui oppose les forces armées du pays aux forces de soutien rapide, une force paramilitaire. Docteur Gada, la guerre civile soudanaise appelée par certains la guerre des généraux serait la 4e guerre civile soudanaise. Alors, comment a-t-elle commencé et quelles en sont les causes? On va aller rapidement parce que... En fait, on peut partir juste de 2021. Oui. Lorsque on a renversé définitivement Béchir et que l'armée a pris le contrôle du pays, l'armée avait promis laisser le contrôle aux civils, ce qui n'a pas été fait parce que Al-Bourhan ne voulait pas. Ils étaient deux grands généraux qui étaient au cœur du coup d'État et de la reprise du pouvoir. Et vous savez que c'est le président, le vice-président finalement. Mais après, il y a eu comme une tentative de Al-Bourhan de démanteler le réseau militaire de son premier vice-président, de son vice-président. Ce qui n'a pas été accepté. Lui aussi, il avait promis qu'à la fin, parce qu'il était le patron d'une grande milice islamique au nord du Soudan. Et une milice d'environ 120, certains parlent de 100 000, mais on sait qu'ils sont environ à 120, 130 000. Mais 130 000, vous vous rendez compte, ça fait 2 fois l'armée togolaise. Tous les éléments, ça fait 2 fois l'armée togolaise. Mais ça, c'est une milice. Donc, il a une force militaire incroyable qu'il ne veut pas démanteler parce que le moment où il va démanteler, il sait que le pouvoir va le mettre sous éteignoir et il ne sera plus rien. Il va maintenir donc ses militaires. Et ces militaires ont des zones du territoire qu'ils contrôlent. Par exemple, ils contrôlent la plupart des mines d'or du Soudan. Or, les mines d'or du Soudan ont été sécurisées pendant longtemps par les Russes. Et c'est le groupe Wagner qui joue le plus grand rôle dans la sécurisation, dans le transport des mines, le transport de l'or vers les ports. Il y a différents ports sur la mer Rouge. Sur les ports de la mer Rouge, ils font transiter l'or vers la Russie. Donc, il y a quand même un intérêt vif pour Hemeti, celui qu'on appelle Hemeti, c'est lui, il ne veut pas laisser... Et donc, le conflit va commencer. Le conflit commence aussi parce que il y a une tentative
il y a une guerre au Soudan entre la Russie et les États-Unis. Vous savez que le Soudan est devenu comme un territoire pion, un territoire pivot des Américains pour la lutte contre le terrorisme. Il y avait beaucoup d'accords. Et alors que les Russes aussi veulent prendre contrôle d'une partie du Soudan. Il y a cet étage-là qu'il ne faut pas oublier parce que ça fait quand même une guerre de 3 ans qui est devenue une guerre chronique et qui est soutenue par un effort de guerre constant. Ça veut dire qu'il y a des intérêts constants qui sont derrière cette guerre. Et là, vous vous demandez quels sont les soutiens des uns des autres dans cette affaire-là. Ah, ça, c'est devenu un secret de polichinelle. C'est ça. D'abord, c'est les grandes ressources, c'est les ressources stratégiques qu'il faut avoir. Et ensuite, c'est le contrôle de la sponde, si vous voulez, orientale du Soudan. Le Soudan fait comme un carrefour entre, vous savez, le Soudan, c'est en fait la terre, c'est comme la deuxième terre-mère. C'est le cœur de cette Afrique subsaharienne, le Soudan, qui fait jonction entre le Tchad et qui ne veut pas prendre le contrôle du Soudan. Déjà que Djibouti a été mis sous éteignoir. Le Soudan qui est devenu maintenant l'élément, le territoire qu'il faut contrôler. Depuis les années 90, on crée des guerres, des crises, des conflits au Soudan, juste pour que le pays soit ingouvernable. Pour prendre le contrôle des ressources qui sont dans le pays. Vous savez, l'objectif de tout ceci, c'est que les propriétaires du pays, c'est-à-dire les habitants, ne jouissent pas des ressources. Que les ressources puissent profiter aux autres acteurs. Pour le faire, il faut créer des guerres. La guerre devient comme un instrument d'exploitation des ressources. La guerre n'a pas un objectif précis. L'objectif précis, c'est faire en sorte qu'il y ait de l'instabilité pour exploiter à tout vent les ressources du pays. Malheureusement, c'est le sort qui est réservé à toute l'Afrique parce que l'Afrique est tellement riche. Mais il faut savoir aussi au Soudan que tant que l'un des deux généraux ne sera pas tué, la guerre ne va pas s'arrêter. Ça, c'est une analyse personnelle. Ça ressemble au cas de l'Angola entre Jonas Savimbi et Dos Santos. Vous savez que la guerre a pris fin lorsque finalement les Américains se sont retournés contre Savimbi et ont négocié sa tête. C'est ce qui va se passer, je pense, au Soudan aussi. Bien, alors, on va maintenant rapidement parler de la guerre russo-ukrainienne, puisque nous l'avons promis. Et comme on n'a pas souvent l'habitude, on n'a pas toujours souvent l'occasion de t'avoir avec nous, donc maintenant que nous t'avons aujourd'hui, on va en tirer le maximum. Alors, donc, nous quittons le continent africain meurtri pour la guerre russo-ukrainienne. Et nous allons commencer par le commencement. Le 24 février 2022, la Russie attaquait l'Ukraine pour, disait Moscou, une opération spéciale qui dure depuis maintenant presque 3 ans. Vladimir Poutine aurait décidé d'envahir l'Ukraine afin de freiner l'extension de l'OTAN à ses frontières et de préserver l'intégrité de la Russie et l'équilibre des forces internationales. Alors, voudrais-vous bien nous parler une fois encore de la genèse de ce tout conflit? Bien, nous en avons déjà parlé. C'est ça. Nous allons encore en parler. Mais vous savez que maintenant, ce sera sous une nouvelle lumière. Et récemment, avec la sortie de J.D. Vanda à Paris, et le discours que Trump a fait la dernière fois, notamment sur le président ukrainien. Vous avez passé ce discours vous avez commenté au début de l'émission. Il y a les langues qui se délient aujourd'hui en Europe. Et on a commencé par voir la lumière sur l'origine de ce conflit. Et je peux vous dire que la nouvelle lumière, c'est laquelle? C'est ce que nous disions depuis le début. Que la révolte du peuple ukrainien contre le président, l'ancien président Yanukovych. Cette révolte a été planifiée par la CIA en accord avec le MI6 britannique et les services secrets européens. Parce que l'Ukraine de Yanukovych tournait le dos à l'Union européenne au profit de la Russie. C'est à cause de cela qu'on a décidé de le renverser. Et à Maïdan, justement, ce sont ces services-là qui ont créé la révolte et qui ont destitué le président. C'est le début de la guerre de février 2022. Et après cela, les populations russophones qui sont dans le Lugansk et qui sont dans le Donetsk vont subir des tribulations. Ces populations demandaient une certaine autonomie parce que ce sont des populations complètement russophones. Et on ne voulait pas leur accorder le statut. En fait, on voulait les assimiler dans le creuset des autres communautés
majoritaires qui sont dans l'Ukraine de l'Est. Ça, c'est le second problème. Et en évoluant vers un gouvernement qui a été mis en place, donc le gouvernement de Zelensky, qui a commencé par mettre en place des politiques anti-russes, les Américains et les Européens, il ne faut pas trop croire en le volte-face de Donald Trump. Lorsqu'il parle comme quelqu'un qui ne sait rien, ce n'est pas vrai. C'est toujours les États-Unis, c'est toujours la CIA. Oui. Ils sont en train juste de changer de fusil d'épaule, mais c'est la continuité de l'État. Il est au courant de ce que la CIA a fait depuis les années 90. Il sait il est président des États-Unis. Oui. Il sait très bien que la CIA l'OTAN voulait arriver jusqu'à la frontière avec la Russie, jusqu'à l'Oural en fait. Et donc, la Russie s'est défendue. Aujourd'hui, la perspective, c'est la Russie n'est plus, n'est-ce pas, l'agresseur. La Russie est devenue la victime qui se défend. Maintenant, Zelensky est présenté comme le véritable, ou bien la véritable origine de cette guerre. C'est lui qui est le déclencheur de cette guerre. Vous savez que ça a offusqué Zelensky. Oui. Ça a offusqué les Européens. Si Zelensky n'est plus une victime, que l'Ukraine n'est donc pas la victime de la Russie. Et toute la perspective différente, contraire, qui aujourd'hui est apportée à la lumière. Et on voit maintenant que les États-Unis sont en train de mettre l'Europe en minorité. Oui. Et on craint même que, lors des négociations de Riyad, la Russie n'ait obtenu de Trump le démantèlement de l'OTAN. Oui. On craint que cela ne se fasse. Vous savez que lorsque Donald Trump commence par dire que si les pays européens n'augmentent pas leur budget, c'est ça. Et les États-Unis vont sortir de l'OTAN. Ils vont plus gérer la sécurité. Est-ce que l'Europe est menacée? L'Europe est menacée par qui? C'est pas par la Russie. Donc, à quoi ça sert de venir protéger les Européens? Contre qui? Vous savez, sur cette terre, s'il y a des gens que personne n'attaque, c'est les Européens. C'est eux qui subissent jamais d'attaque de personne. Mais ils se protègent donc contre qui? Et c'est ce que Poutine fait comprendre. En fait, en Russie, on ne parle pas d'Europe. L'Europe n'existe pas. C'est en Afrique et en Europe qu'on parle de l'Europe. On parle de l'Eurasie. C'est l'Eurasie. L'Europe n'est pas un continent. Parce qu'il y a la continuité terrestre entre l'Europe et la Russie. C'est guéable. Il n'y a pas de discontinuité. C'est pour cela qu'on parle du continent eurasiatique. Et sur le continent eurasiatique, la Russie est la puissance mère. Donc c'est normal que la Russie soit le point central d'un continent eurasiatique. Et c'est ce que Poutine et les Russes d'aujourd'hui sont en train de revendiquer. Et nous pensons que ce qui va se passer bientôt, c'est que non seulement ils ne vont pas céder les territoires qu'ils ont gardés, mais ils vont finir par reprendre toute leur influence dans toute l'Europe. Les Américains, je vous en prie, je crois que les Américains ont compris qu'ils sont en train de perdre leur temps, leur énergie, avec une Europe qui était focalisée sur la menace russe. Il n'y a plus de menace russe. Mais ça, c'est une mauvaise nouvelle pour les Africains, qui ont pensé que la Russie pouvait être un refuge pour eux. Parce que si les deux grands se mettent d'accord sur le sort de l'Europe, ils parleront du sort des territoires africains, qui constituent le nombril des pays européens. Que faire de ces pays? Déjà, on voit que la Russie se retrouve dans 3 États en Afrique, au Sahel. En Centrafrique, 4e État. Et ça continue. Mais vous savez ma conviction? Je crois que ça ne marchera pas. Je crois qu'il n'y aura pas d'entente entre eux. Parce qu'ils ont franchi trop d'étapes. Il y a trop de lignes rouges qui ont été franchies. Et lorsque, j'en parlais la dernière fois, je pense à l'ENA, je ne me souviens plus, que si les Russes sont sortis du concordat de 1885, s'ils sont sortis de ce concordat, ça veut dire que on peut compter sur eux. Mais s'ils ne sont pas sortis du concordat, l'Afrique court un grand risque à mettre sa confiance en la Russie. Oui. Et voyez-vous, ce conflit va se régler. Zelensky, il sera plus au pouvoir. Vous pouvez le lire en pleine ligne. Quand on dit qu'il n'a pas de popularité, il est décrié par son armée, par son peuple. En plus, il est illégitime puisqu'il n'est plus président. Voilà, parce que son mandat est expiré. Et
on voit, et puis on le présente comme le véritable générateur, déclencheur de ce conflit. Les Européens sont désemparés et ils ne savent plus à quel sens se vouer. Voilà, c'est ça. C'est la fin de la guerre. La mise à l'écart des Européens est vécue par ceux-ci comme une humiliation, mais apparemment, ils sont impuissants devant la posture des Américains. Et pour Philippe de Villiers, vous le connaissez sans doute, un ancien ministre français, l'Europe est sortie de l'histoire. Je vous prie de l'écouter aussi. Quand il y a eu la chute du mur de Berlin, la Russie a demandé aux Américains de ne pas étendre l'OTAN au-delà des nouveaux pays de l'Est, la Pologne, etc. Et la Russie a dit, si jamais vous étendez un jour votre volonté de faire entrer dans l'OTAN l'Ukraine, de détacher l'Ukraine de la Russie, de la zone d'influence de la Russie, alors vous aurez la guerre. Et moi, Poutine me l'a dit à moi, et il y a longtemps. Donc, en fait, il y a eu une erreur d'appréciation très grave des anglo-saxons. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Comme d'habitude, on a suivi les anglo-saxons. On s'est lancé à corps perdu dans cette guerre qui n'est pas la nôtre, cette guerre de peuples slaves, en ignorant d'ailleurs au passage qu'ils ont une histoire commune. Le baptême de la Russie, c'est Kherson, c'est en Crimée, et c'est Kiev, c'est en Ukraine. Donc il faut comprendre que l'histoire est plus complexe qu'on l'a dit. Et moi, je pense à Macron, je pense à Scholz, je pense à tous ces chefs d'État qui ont fait payer à leur peuple le prix d'une guerre inutile. Ils sont responsables devant l'histoire d'une grave défaite, d'un grave échec. Et je vais vous dire quelque chose, Geoffroy. L'Europe est sortie de l'histoire. Ces propos sont très durs et ça montre combien les Européens sont aujourd'hui complètement perdus là. Non, c'est parce que vous en pensez. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. C'est un mouvement qui est irréversible aujourd'hui. C'est irréversible. L'Europe est en train de se périphériser de façon rapide. Et nous, on ne pensait pas que cela se produirait de façon si rapide. Oui. Mais l'Europe se périphérise gravement. Et vous savez, il y a un rapport, vous savez, aux États-Unis, il y a une agence qui publie chaque 4 années la vision du monde dans 20 ans. Et c'est depuis 2016 que cette agence a publié, 2016-2020, qu'en 2034, il n'y aura que 4 grandes puissances dans le monde. La Russie, la Chine, les États-Unis et l'Angleterre. La France disparaît. Il n'y aura plus 5 grandes puissances. La France disparaît. Et la disparition de la France correspond à la chute de l'Europe. Et je crois que les Allemands, vous savez que le parti AfD, qui est aujourd'hui soutenu, par Donald Trump, parce que Donald Trump semble soutenir la montée au pouvoir de l'AfD. Mais quand vous prenez le programme de l'AfD, le parti d'extrême droite, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils veulent faire sortir l'Allemagne de l'Europe. Ils vont faire sortir l'Allemagne de l'Europe. Oui. Et si ceci arrive, une Europe sans l'Allemagne, parce que c'est l'Allemagne qui a unifié l'Europe. Oui. Le cœur de l'Europe, c'est l'Allemagne. Une Europe sans l'Allemagne, la première puissance économique de l'Allemagne. Les Européens vont retomber dans les travers et les cauchemars des nationalismes. Les nationalismes vont revenir parce que c'est une construction difficile, celle de l'Union européenne. Commençant par la CEE, devenue Union européenne avec Maastricht. Parce que vous savez, les Européens ont un nationalisme morbide. Ils sont très nationalistes. D'ailleurs, le nationalisme naît en Europe avec tous les États-nations qui vont redevenir avec les guerres ce que l'Europe a été dans les années 30, 40, 50 du siècle précédent. Donc, si l'Union européenne se disloque, déjà, il y a même en Espagne, en Italie, il y a des partis qui voulaient retirer leurs États, les différents États de l'Europe, qui sont des anti-européistes. Si l'Europe retombe dans la désunion, c'est que les guerres vont... Moi, j'ai mon professeur, celui qui m'a eu en thèse, pas en thèse, en mémoire, à la fin du premier cycle. Et c'est un juriste. Il me disait que la plus longue période de paix qu'ils ont connue en Europe, c'est après 1945, entre 1945 et les années 2000. Ça fait environ 70 ans de paix. Parce que dans le passé, par le passé, il n'y a pas de période de paix aussi longue. C'est des guerres. Je vous assure, c'est depuis l'Antiquité. C'est des guerres sur des guerres. Ce sont des peuples de guerre. Et donc, l'unité de l'Europe a été le vrai bouclier contre les travers et les extrémismes nationalistes en Europe.
s'ils ne réussissent pas, ils vont retomber dans les travers. Et ça devient ce que beaucoup d'experts ont dit. Jacques Bourreau, ils sont très nombreux. Et même certains experts de l'école internationaliste française, ils le disent. Hein? Même Bertrand Badi, il en a parlé. L'Europe est en train de fondre vers une involution telle que... Et c'est ce qui va se passer. Et ça nous désole beaucoup. Oui. Nous en sommes beaucoup désolés. Oui. Parce que, il faut tout dire, hein, on peut tout dire, mais l'Europe a été très proche dans le mal comme dans le bien des pays africains. La plupart des langues officielles en Afrique aujourd'hui sont des langues d'Europe. Oui. L'anglais, le français, l'espagnol, ainsi de suite, le portugais. Et lorsque vous voyez ces lieux, vous regardez l'heure, ces lieux de la puissance d'hier devenir des lieux de l'impuissance, oui. Vous vous posez beaucoup de questions. Que la vie est très étrange. Et c'est le Portugal qui a été, je crois, le premier État à vivre cela. Oui. Que le Portugal demande aujourd'hui à prêter de l'argent auprès de l'Angola. C'est un revers de l'histoire. Oui. Mais c'est ce qui arrive lorsque on viole sans trop de considération toutes les lois de la nature. Ah, voilà. Merci, ce sera le mot de la conclusion. Et désolé pour ceux qui nous suivent, on a promis parler aussi de la guerre entre Israël et Hamas, mais on n'en a pas le temps. Peut-être que on va croiser les doigts et prier pour que le Dr Gada nous revienne avant longtemps. Et donc, fin de cette émission qui est rediffusée le dimanche à partir de 11h. Je remercie notre invité, Dr Folie Gada, pour avoir accepté de partager avec nous son diagnostic sur certains des maux dont souffre le monde. Auditrices et auditeurs, merci d'avoir été dans notre excellent week-end.